Bonjour, bienvenue au musée Champollion. C'est un musée qui est géré par le département de l'Isère. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Vif, à une vingtaine de kilomètres au sud de Grenoble, dans une propriété qui a appartenu à la famille Champollion. Jean-François Champollion est le savant qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Et donc il est considéré comme le père de l'égyptologie. C'est pour cette raison que le département de l'Isère a décidé de créer ici un musée dédié à la naissance de l'égyptologie et au déchiffrement. Donc vous pourrez visiter ici un jardin et un parc de plus de 2 hectares, une maison d'habitation dans laquelle ont séjourné les frères Champollion, et puis des dépendances, les anciens bâtiments agricoles, dans lesquels nous présentons chaque année une nouvelle exposition. Alors nous présentons actuellement une exposition qui s'intitule « Curieuse momie des Champollion au synchrotron ». C'est une exposition qui revient sur la curiosité et la fascination que l'on a pour les momies depuis l'époque des frères Champollion. Alors, les frères Champollion se sont intéressés aux momies, ils en ont étudié, et les premières momies qu'ils ont étudiées, ils les ont trouvées à Grenoble, au cabinet des Antiques de Grenoble. Par la suite, ils se sont toujours intéressés à ce sujet, et il nous a semblé que c'était une thématique qui avait son importance à Grenoble, puisque au XXe siècle ont été créés des laboratoires d'envergure, je pense à Ars Nucléaire et au synchrotron, des laboratoires qui continuent encore aujourd'hui de traiter et d'étudier des momies égyptiennes. On va donc pouvoir, grâce à cette exposition, suivre le fil rouge de la curiosité pour les momies égyptiennes à Grenoble. Alors nous nous trouvons dans la première section de l'exposition. C'est une section qui revient sur la fascination que l'on a à l'époque des frères Champollion pour les momies égyptiennes. Donc, grâce à des témoignages de voyageurs de l'Antiquité ou des voyageurs de l'époque moderne, l'Occident a toujours su que l'Égypte était la terre des momies. Mais à partir du XVIe siècle, on voit se développer une expérience qui paraît incontournable. C'est le fait, comme on dit alors, d'aller aux momies, d'explorer la plaine de Saqqara, d'entrer dans un tombeau et de pratiquer une ouverture de momie. Alors à l'époque, il faut préciser que le terme de momie désigne aussi bien le cercueil que le corps embaumé lui-même. Donc ces témoignages, les frères Champollion peuvent les consulter à la bibliothèque de Grenoble dans des ouvrages tels que ceux que nous présentons ici. La description de l'Égypte, par exemple, par Benoît de Maillet, c'est un consul de France qui explique à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle qu'il parcourt la plaine de Saqqara, qu'il va découvrir de momies et les faire débandeleter. Et puis il y a aussi les témoignages de l'expédition menée en Égypte par Bonaparte. Alors curieusement, les savants qui ont participé à cette expédition n'étudient pas les momies de la manière rationnelle qu'on aurait pu attendre. Ils vont assez peu les représenter dans le grand ouvrage de la description de l'Égypte. Vous voyez derrière moi 2 grandes gravures de cet ouvrage. L'une représente une tête d'homme momifiée, l'autre une tête de femme parmi des momies animales, momies de chat, momies de chien. Les commentaires de la description précisent que les parties des corps qui sont les plus ressemblantes à ce qu'elles ont dû être pendant la vie, ce sont les têtes, les mains et les pieds. Alors c'est peut-être ce qui permet de comprendre qu'on retrouve aujourd'hui dans les musées des fragments de momies, des têtes, des mains, des pieds momifiés. En fait, dès le XVIe siècle, les momies vont entrer dans les cabinets de curiosité, entières ou par fragments, et on les collectionne comme des objets étranges ou exotiques. Et elles fascinent parce qu'elles appartiennent à la fois aux naturalia, ce sont des objets créés par la nature, mais aussi aux artificalia, elles ont été modifiées par les hommes. À l'époque des frères Champollion, la momie est encore plus connue sous une autre forme, c'est celle de mumia, ou poudre de momie, qu'on va utiliser pour préparer des remèdes, c'est-à-dire des médicaments. Alors pour comprendre cette pratique qui nous paraît aujourd'hui assez choquante, il faut parler du bitume de Judée que l'on voit dans la vitrine. Dès l'Antiquité, on va utiliser du bitume pour la conservation et comme remède. Et on sait que des mélanges comprenant du bitume ont été utilisés pour momifier les corps, ce qui permet de comprendre la couleur noire qu'ont généralement les momies égyptiennes. Au XIIe siècle, le terme de mumia, qui est un terme qui provient de l'arabe, désigne donc cette substance noire bitumeuse qu'on va utiliser pour préparer les corps, et on racle les bandelettes des momies pour récupérer cette substance. Au XVIe siècle, le terme évolue et désigne le corps tout entier, et l'usage va se répandre de réduire les corps en poudre. Donc cette poudre de momie, on la conserve dans les apothicaireries, dans des boîtes, dans des silènes, tels que ceux qui sont présentés dans la vitrine. Et de nombreux médicaments sont préparés à base de poudre de momie.
Pierre Pommet, qui est un marchand droguiste au XVIIe siècle, explique qu'elle peut soigner des tas d'affections, la paralysie, l'apoplexie, différentes plaies. On va utiliser cette poudre de momie jusqu'au début du XXe siècle. La momie est aussi utilisée pour d'autres usages non moins curieux, dans la peinture par exemple, comme pigment de peinture, ou encore comme engrais pour fertiliser les champs. La deuxième section présente les recherches que les frères Champollion ont menées sur les momies égyptiennes. Et c'est à Grenoble qu'ils vont pouvoir étudier leur première momie au sein du cabinet des antiques. L'une d'entre elles est présentée juste à côté de moi. C'est la petite momie. Et Jean-François Champollion décrit très précisément ce qu'il en comprend, le cartonnage de cette momie qu'il identifie comme une momie de femme, son masque doré et ce qu'il comprend également de l'embaumement de cette momie. Alors c'est une présentation exceptionnelle puisque la petite momie qui est ici à côté de moi n'avait pas été présentée depuis près de 30 ans. Elle était conservée en réserve et elle est pour la première fois montrée de nouveau au public. Jean-François Champollion va également étudier 2 vases canopes qui font partie des collections du cabinet des antiques. Il raconte qu'il va faire bouillir au bain-marie l'un des vases canopes et qu'il va en extraire un organe qu'il n'arrive pas précisément à définir. Mais il va comprendre ainsi que ces vases ont un usage funéraire, qu'ils ont un rôle dans la momification et qu'ils ne sont pas dédiés au culte d'un dieu appelé Canope, comme on le pensait jusqu'alors. Et donc par la suite, les frères Champollion vont étudier les momies et le mobilier funéraire en fonction de leur déplacement. En 1820, Jean-François Champollion est par exemple à Lyon, où il va étudier un très beau cercueil peint que nous présentons dans l'exposition. Nous sommes avant le déchiffrement, mais il va transcrire très précisément toute l'inscription de cette cuve de cercueil. Et à l'époque, cette cuve contenait une momie, la seule momie du musée des Beaux-Arts de Lyon, que Champollion a probablement vue. Par la suite, après le déchiffrement, il va étudier toutes les collections égyptiennes qui vont se présenter à lui, en Italie notamment. Et en 1826, il est nommé conservateur au musée du Louvre, où il va créer 4 nouvelles salles dédiées aux antiquités égyptiennes, dont 2 sont entièrement consacrées aux rituels funéraires et aux objets funéraires. Et donc nous présentons dans l'exposition, juste derrière moi, un îlot qui évoque la présentation de ces objets, des objets qui peuvent être utilisés dans le cadre de la momification. Et certains de ces objets ont même été rapportés par Jean-François Champollion de l'expédition qu'il va mener en Égypte en 1828-1829. Je pense par exemple à un très beau couteau d'embaumeur ou à un pot à colle. Ce sont, pour tous ces objets, des prêts du musée du Louvre. Dans la 3e section, nous proposons une ouverture vers les recherches qui sont actuellement menées à Grenoble. Après les travaux des frères Champollion, vont se succéder les grandes découvertes archéologiques et scientifiques. En 1881, on ouvre par exemple la cachette de Der el Bahari, où on va trouver les plus belles momies royales du Nouvel Empire, dont la momie de Ramsès II. En 1922, on découvre la tombe de Toutankhamon. Et parallèlement, en 1895, on découvre les rayons X. Et cette technique va être mise à profit dans l'étude des momies à partir des années 1930. À Grenoble, au sein du Centre d'énergie nucléaire, on va créer un laboratoire, enfin d'abord un programme nucléaire, qui va ensuite s'intituler Laboratoire Art Nucléaire, qui va s'illustrer dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Donc la momie de Ramsès II présentait des problèmes de conservation où elle était conservée au Caire. Et c'est l'équipe de Christian de Tassigny, l'équipe nucléaire, qui va participer à cette aventure à Paris et qui va proposer d'utiliser le rayonnement gamma pour traiter la momie, notamment de champignons dont elle est infestée. On évoque également dans cette section le travail de l'ESRF ou du synchrotron de Grenoble. Ce synchrotron permet de générer des faisceaux de rayons X extrêmement puissants et d'explorer l'infiniment petit. Et nous avons travaillé pour cette section avec Camille Berruyer, qui est doctorante en archéozoologie et qui a étudié des momies animales conservées à Grenoble.
Et donc les imageries qu'elle obtient sont édifiantes et permettent de voir à quel point les momies animales peuvent réserver des surprises, puisque derrière la momie de crocodile qui est présentée par exemple en haut à gauche, on voit que l'imagerie révèle qu'il n'y a que d'infimes morceaux de crocodile et une forme qui est donnée par des baguettes végétales. Derrière la momie de rapace, on découvre qu'il n'y a qu'une tête de rapace fichée dans une enveloppe qui ne contient qu'un petit oisillon de 5 cm. Donc cette imagerie offre une véritable alternative aux débandelettages qu'on pratiquait au XIXe siècle. C'est une manière de voir à travers les bandelettes et dans les corps, sans détruire bien entendu les momies égyptiennes. Le musée Champollion dispose également d'un parcours permanent qui a été aménagé dans la maison dans laquelle ont séjourné les frères Champollion. C'est un parcours qui permet de découvrir des espaces remeublés, restitués, que les frères ont connus, mais qui permet également de suivre toute leur carrière et tout l'apport au déchiffrement et à la fondation de l'égyptologie. Merci d'avoir suivi cette visite guidée. Le musée Champollion fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère et à ce titre, il est gratuit toute l'année. Vous pouvez retrouver toute la programmation du musée sur musée.isère.fr.